Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue à CSP Time, l'émission du service des sports du Populaire du Centre, consacrée à toute l'actualité du Limoges CSP et de la Jeep Elite. Pour nous accompagner, nous avons l'honneur et l'avantage d'accueillir l'intérieur du Limoges CSP, Hugo Ivernizzi. Hugo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et avec nous, le spécialiste basket du Populaire du Centre, Mathieu Marot. Mathieu, bonsoir. Bonsoir à tous. Au sommaire de ce CSP Time, nous évoquerons la dernière défaite en date du Limoges CSP. C'était le week-end dernier à Champagne Basket. Nous poursuivrons avec le prochain gros défi qui attend le Limoges CSP. Ce sera samedi face à Villeurbanne. Nous enchaînerons avec Hugo Ivernizzi, sa saison, ses ambitions. Et nous clôturerons avec notre traditionnel questionnaire surprise, CSP Time, épisode 4, c'est parti. Alors, on entre tout de suite dans le vif du sujet et on va parler de ce dernier revers en date. C'était face à Châlons-Reims, 72-70 la défaite. Pour ne rien vous cacher, Hugo, cette défaite, elle a du mal à passer dans la gorge des supporters, des journalistes aussi. J'imagine que c'est la même chose pour les joueurs. Oui, bien sûr, on est très très déçus. Je pense qu'on a fait notre pire match au niveau qualitatif de l'année. Même en première mi-temps où on est devant, c'était très très mauvais. On n'a pas eu l'intensité requise, on n'a pas eu l'exécution qu'on peut avoir sur certains matchs. Donc on est très déçus, surtout que c'est un gros joker de griller. Dans notre carnet de route, on devait le prendre celui-là. Et le laisser passer comme ça, c'est très décevant. Mathieu, on a vu un CSP un peu aux deux visages, plutôt pas mal, malgré tout, à plus 15 en première période, et puis une deuxième période, Kata. Ouais, je trouve presque Hugo un peu sévère sur la première période. Il y a eu quand même des bonnes choses. Peut-être qu'en termes d'intensité, c'était pas le meilleur match, c'était pas le niveau vu à Villeurbanne, ça c'est sûr. Par contre, en termes de mouvement du ballon, de partage du ballon, il y a eu des choses qui étaient plutôt encourageantes. Moi, j'ai trouvé à plus 15. Après, c'est sûr qu'il y a eu des passages à vide terribles. Il y en a eu un en fin de première période déjà qui a coûté cher, et puis la deuxième mi-temps, c'est clairement oublié. C'est vraiment une triste deuxième mi-temps et un très mauvais résultat sur le tableau de marche, comme le dit Hugo. C'est vrai que le CSP, il se doit, s'il a des ambitions de play-off, d'aller gagner sur le parquet d'une équipe comme Champagne Basket. Ouais. Cette histoire d'avoir déjà gagné dans les têtes à plus 15, on n'y croit pas, et je pense que vous, en tant que joueur, vous n'avez pas pensé non plus à la victoire au moment où vous étiez à plus 15 dans cette première période. Non, même pas. C'est vraiment un peu des faits de match qui nous ont fait un peu douter à certains moments. Ils ont fait un run et on n'a pas su justement arrêter ce run et se remettre en avant. On sait maintenant qu'à plus 15 au basket, c'est jamais fini, surtout contre des équipes qui jouent très offensif avec beaucoup de possession comme Champagne Basket. Donc c'est pas ce qui nous a fait défaut. Mathieu, il faut croire à la thèse de l'accident sur un match comme ça, parce que voilà, le contexte, les matchs qui ont du mal à s'enchaîner jusqu'à présent, le Covid, les matchs à huis clos. Ouais, ça c'est pareil pour tout le monde, hein. On peut en parler toute la saison, mais Champagne Basket, ils n'ont pas été davantage épargnés que le Limoges CSP par le calendrier, par le Covid, par tout ça. La vérité, c'est que le CSP, il se doit se prendre ce genre de match, peu importe la manière, j'ai envie de dire. Il se doit d'aller gagner à Champagne Basket, et c'est vrai qu'en termes de contenu, c'était très décevant. En termes de résultats, c'est très décevant. Maintenant, moi, le plus 15, on a cru avoir gagné quand on menait de plus 15, j'y crois pas trop. Enfin, ça me paraît un peu léger comme explication. Je pense surtout que le CSP, aujourd'hui, il a des vraies carences et elles sont apparues à Champagne Basket. Vous l'avez dit, Hugo, un joker grillé, c'est quand même embêtant quand même. Là, arrive toute une série de matchs assez démentiels là, jusqu'à mi-juin au moins. Ça se rattrape ça, ce faux pas comme ça, vous pensez avoir suffisamment de temps malgré tout? Oui, bien évidemment, on a joué 11 matchs pour le moment. Je veux dire, c'est un tiers de la saison qui est à peine passé. On a déjà gagné 2 matchs à Gravelines et à Strasbourg à l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'on avait un petit joker qu'on a malheureusement grillé contre une équipe très à notre portée. On a joué 7 matchs à l'extérieur en championnat. Je veux dire, bien sûr qu'on a le temps de le rattraper. On ne rattrapera pas ce match-là, mais on peut toujours se rattraper sur d'autres matchs à venir. Même si on a un gros calendrier, on va enfin avoir du rythme, enfin avoir un enchaînement de matchs. Et si on arrive à bien les gérer, ça sera oublié. Ouais, il n'y a pas de raison. C'est sûr que rattraper les matchs à ce stade de la saison, encore heureux qu'ils peuvent rattraper. Tu n'es pas à l'abri d'aller faire un coup sur une équipe mieux classée où tu n'avais pas forcément prévu de gagner. Ça reste une possibilité. Tout début de saison, on avait dit le CSP a perdu à domicile contre Nanterre. C'est déjà un joker de grillé. Finalement, en gagnant à Gravelines, en gagnant à Strasbourg, deux victoires qui n'étaient pas forcément prévues au programme, ça a rattrapé ce faux pas. Donc bien sûr qu'il y a le temps. Maintenant, il s'agit de régler les problèmes, régler les carences en termes de jeu pour éviter des contre-performances comme ça. Mais sinon,
Dijon sur le calendrier. Oui, il y a le temps de rattraper ce faux pas, évidemment. Donc le temps, et ça va commencer dès samedi avec la réception de l'Asvel. Alors l'Asvel, vous l'avez rencontré il y a à peine un mois, une défaite de 9 points, 84-75. C'était un bon match quand même du Limoges CSP. Après, la profondeur de banc quelque part de l'Asvel avait fait la différence. Est-ce que vous nourrissez des espoirs? Évidemment, j'imagine que vous avez envie de faire un coup face à cette équipe d'Asvel qui vient de perdre hier soir contre Dijon à domicile. Oui, bien sûr, on a toujours des motifs d'espoir. Il peut toujours y avoir des surprises dans le basket. On sait que l'Asvel, c'est une grosse cylindrée. La dernière fois qu'on les a joués, on a été un peu court. On a vu qu'ils étaient plus sereins que nous, qu'ils avaient plus de vécu collectif et qui au final nous avaient battus d'une dizaine de points sans trop frémir. Par contre, ils avaient eu une semaine pour se préparer. Là, ils ont 2 matchs. Ils ont joué hier. Ils rejouent, il me semble, demain en Euroleague. Donc, ils vont arriver peut-être un peu moins préparés, peut-être un peu plus fatigués. C'est à nous d'essayer d'en tirer avantage. On a vu hier qu'à Dijon, c'est pas infaisable. Même si je pense que Dijon a fait un très gros match et que, encore une fois, en termes de collectifs, ils sont peut-être plus avancés que nous, mais je pense qu'on peut toujours faire un coup. Ouais. Mathieu, l'Asvel, c'est un très gros morceau, on le sait. Et pourtant, au classement, ils sont juste une victoire au-dessus de Limoges, mais ça ne veut rien dire. Ouais, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est vrai qu'ils n'ont pas joué énormément de matchs, ils ont joué encore moins que le CSP, puis ils ont l'Euroleague, qui est quand même très chronophage, qui en prend beaucoup de temps et qui, je pense, était la priorité sur ce début de saison. Donc ça, le classement, il faut absolument pacifier. La vérité, aujourd'hui, c'est que l'Asvel, c'est quand même une très jolie équipe, qui a enchaîné 6 victoires de suite en Euroleague, qui a failli s'imposer aussi à Kaunas. Ils ont énormément progressé. Beaucoup se moquaient un peu de TJ Parker, c'est vrai, en début de saison. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il a fait progresser son équipe. C'est devenu défensivement, c'est très costaud. Il y a de la longueur de banc, il y a du talent. Il y a des joueurs comme Fall, il y a Bouzélé dessous. Enfin, il y a beaucoup de matos. Hurtel qui vient d'arriver. C'est vrai, ils n'avaient pas forcément besoin de ça. Non, si Limoges accroche l'Asvel à Beaublanc, on pourra dire que c'est un très bel exploit. Parce que, comme l'a dit Hugo, c'est vrai que Dijon a fait douter cette équipe de Villeurbanne. D'ailleurs, elle a fait plus que douter parce qu'il l'a battu. Mais Dijon, aujourd'hui, je pense que c'est bien au-dessus du CSP. On va pas se voiler la face. Je pense que d'un point de vue collectif, c'est très largement au-dessus de ce Limoges CSP, surtout si on suit à la dernière performance des Limougeois à Champagne Basket. Hugo, quels vont être les leviers de motivation pour l'équipe là, face à cette équipe de l'Asvel dont on sait qu'elle est potentiellement supérieure? On va s'accrocher à quoi? Du tactique, du physique, du mental? Non, je pense pas qu'on ait besoin de motivation particulière pour jouer l'Asvel. Les grosses équipes comme ça, on est toujours motivé pour essayer de faire un coup. Tout le monde a envie de bien faire. On sait qu'il y a des très bons joueurs sur chaque poste. Chacun a envie de montrer qu'il peut être au niveau. Après, tactiquement, physiquement, forcément, il y aura des choses. Comme je l'ai dit, ils auront déjà joué 2 matchs cette semaine, donc à nous d'essayer d'appuyer et de faire jouer notre fraîcheur physique. Tactiquement, on va mettre des choses en place. Le match aller, on a bien dominé à l'intérieur, mais au final, on n'a pas réussi à conclure. Maintenant, pour le moment, on n'a pas encore tout mis en place, mais je pense qu'on prendra des options. Mathieu, quelles peuvent être les clés du match là, face à l'Asvel? Moi, tu sais, tactiquement, je suis quand même pas une référence, mais je pense que il faudra forcément limiter leur secteur intérieur. À l'aller, Jerry Boutielé, il avait fait un bon match quand même face à Mustapha Fall. Et puis au niveau des extérieurs, aussi imposer leur rythme, parce que je pense que défensivement aujourd'hui, l'ASvel, c'est vraiment, ça peut être très impressionnant. Je les ai vus faire des vrais matchs en Euroleague face à des équipes d'un autre calibre que le CSP. Donc je pense que va falloir s'y coller défensivement, va falloir être bon partout. Je pense que si tu veux taper l'ASvel, même chez toi, il faut être bon partout. Il n'y a pas un secteur plus à privilégier qu'un autre. Il faudra faire un match presque parfait. Bon, eh bien, c'est ce que nous verrons samedi soir sur le parquet de Beaublanc. Merci messieurs, on continue ce CSP Time et on va s'intéresser plus particulièrement à vous Hugo. On va commencer par parler basket et de votre saison. Alors vous l'avez dit, 11 matchs seulement, ça ne fait pas beaucoup alors qu'on arrive au début du mois de mars. Comment vous la jugez votre saison personnellement? Très mauvaise pour le moment. On a joué que 11 matchs, mais je pense que j'étais loin de mon niveau, du niveau que j'ai déjà pu montrer, du niveau que je peux avoir. Après, encore une fois, après 11 matchs d'habitude, on est au mois de novembre, donc tout est encore possible pour se rattraper. C'est un peu bizarre d'être déjà au mois de mars. Et moi, personnellement, je ne suis pas du tout satisfait de ce que j'ai fait depuis le début de l'année. Qu'est-ce qui vous manque à votre avis? L'enchaînement de matchs, le rythme Non, pas forcément. C'est vrai que j'ai un peu de mal à trouver ma place.
Je pensais que ça allait un peu mieux après le match de Jérusalem et de Pau où j'ai été plutôt bon, où j'ai fait quasiment mes 2 meilleurs matchs de l'année. Après, j'ai de nouveau eu cette baisse d'impact, cette baisse de présence contre l'Asvel et au dernier match où j'étais encore plus mauvais. Donc, bien sûr, ça serait une question de rythme, c'est une question d'habitude. J'ai un poste de jeu qui a besoin d'être très complémentaire avec mon meneur. On a déjà changé de meneur, on a déjà changé pas mal de choses, on avait pas mal de pépins physiques avec les arrières. Donc voilà, je vais pas chercher d'excuses, je suis pas à mon niveau, je devrais être meilleur que ça, même sans alchimie. Ça vous inquiète ou c'est quelque chose que vous avez déjà connu dans votre carrière de basketteur et vous savez de toute façon ça va revenir à un moment? Non, bien sûr, j'ai déjà vécu, j'ai déjà été en mauvaise posture comme ça, j'ai toujours réussi à me relever, à faire des bonnes saisons au final ou à faire des bonnes deuxièmes parties de saison. Maintenant, avec le contexte compliqué, c'est encore autre chose, mais je doute pas de moi, je sais que je suis meilleur qu'avant physiquement, techniquement et tactiquement, donc je vois pas pourquoi je serais pas meilleur sur le terrain. Mathieu, Hugo Ivernizzi meilleur, ça va arriver? Forcément, je pense, parce que c'est vrai qu'il fait quand même pas une grande saison, Hugo. On a eu l'occasion d'en parler un peu, donc on va pas se mentir. Hein. C'est vrai que pour l'instant, c'est très dur pour lui. Maintenant, quand il dit que c'est pas une question de rythme et tout, moi, je pense un peu le contraire. Je pense que c'est un joueur qui a besoin d'enchaîner les matchs pour être bon, et que le Covid, bon, ça aide personne évidemment, mais particulièrement lui, je pense que ça l'aide pas forcément. Après, tout n'est pas complètement noir. Quand il a le ballon dans le jeu, il est pas si mauvais que ça. C'est dur de parler comme ça. Désolé Hugo, mais on en a parlé à Champagne Basket et il fait 0 sur 6 à 3 points, mais dans le jeu il est pas mauvais, il prend quelques rebonds importants, il fait des passes, il fait quelques bonnes défenses. Beaucoup ont tendance à sous-estimer sa défense, mais franchement il est pas si mauvais que ça. Il a un vrai apport de ce côté-là, notamment sur les post-up. Enfin, tout est pas noir. Les shoots, il y en a beaucoup qui rentrent, ça se joue à pas grand-chose. Les premiers shoots du match, ça fait gamelle. Si ça rentre, c'est sûrement pas du tout le même match. Donc ouais, moi c'est pas parce qu'il est là, mais ouais, je crois en une deuxième partie de saison meilleure de sa part. Un, parce que c'est difficile de faire plus mauvais, et deux, parce qu'il en a les capacités largement, quoi. Il reste encore beaucoup de matchs, et avec l'enchaînement, je pense qu'il peut faire beaucoup mieux. Vous pouvez faire mieux individuellement, mais aussi collectivement. Ça dépend. Vos prestations individuelles sont aussi dépendantes des prestations collectives. Ça marche ensemble. Oui, bien sûr. Après, si j'étais à ce niveau-là et qu'on serait à 10 victoires de défaite ou quelque chose comme ça, personne ne se poserait la question. Donc bien évidemment que c'est lié. Pourquoi j'ai envie d'être meilleur pour aider l'équipe. Aujourd'hui, on ne parle pas de moi ou de quelque chose. Je pense que par mon début de saison un peu plus mauvais, c'est peut-être aussi pour ça qu'on gagne moins de matchs. Donc c'est pour ça que j'ai envie de progresser. On a eu des joueurs qui ont eu des gros passages. Quand Nico met 30 points, ça ne me dérange pas de mal jouer parce qu'entre guillemets, on va lui laisser plus de possibilités de s'exprimer. Maintenant, c'est quand ça sera un peu plus dur pour les autres qu'il faut réussir à ce que j'augmente mon niveau. Ouais, ça reste un joueur qui est beaucoup dépendant du collectif, qui a aussi besoin de toucher le ballon, qui est dépendant, comme il a dit, de son meneur. Il n'est pas le seul responsable de cette mauvaise passe. Maintenant, c'est sûr que le CSP a besoin de ses points. Et son problème, Hugo, c'est qu'aussi, c'est un joueur qu'on a toujours été habitué à voir mettre des shoots à 3 points. C'est son registre, c'est son point fort. Et c'est vrai que ces matchs, ils sont beaucoup jugés à la lecture de sa réussite, notamment longue distance. Donc c'est sûr que dès qu'on voit 0 sur 6, ou on le voit shooter à 30%, on a vite tendance à dire qu'il a fait un mauvais match parce que beaucoup le jugent unidimensionnel. Ce que je pense pas, moi, personnellement, notamment sur les dernières saisons. On l'a vu depuis la deuxième partie de saison avec Alfred Yulbe, on l'avait vu faire beaucoup plus de choses sur le terrain, de faire des passes décisives. Je pense qu'il a sa meilleure moyenne de passes décisives en carrière actuellement. Donc il peut faire autre chose. Il faut pas juste le juger sur son niveau d'adresse, même si évidemment il doit être bien meilleur dans ce registre-là. Avec le CSP, on a besoin. Bien, on va arrêter de parler de basket un peu, Hugo. Ouais, on va arrêter de torturer. On va passer un petit peu à autre chose. Mathieu a fait un article récemment dans le Populaire du Centre pour évoquer vos goûts artistiques en matière notamment d'art urbain. C'est une respiration indispensable pour vous? C'est parce que vous n'aimez pas l'environnement basket que vous avez besoin de ça pour vous échapper? Ou comment vous l'expliquez? Non, c'est pas que j'aime pas l'environnement basket non plus, mais c'est vrai qu'en dehors du basket, j'aime bien faire d'autres choses. Il y a des gens, ils rentrent chez eux, ils jouent aux jeux vidéo de basket, ils pensent au basket toute la journée. Moi, je regarde beaucoup de matchs, mais dans une journée à 24 heures, on ne fait pas 12 heures de boulot à la salle par jour. Donc j'aime bien aussi penser à autre chose. Je ne suis pas trop série, télé, musique,
tout ça aux jeux vidéo, donc je passe mon temps plus sur ça, plus sur m'ouvrir à d'autres choses, donc c'est un peu pour ça aussi que c'est ma bouffée à moi, comme d'autres peuvent avoir je sais pas, on peut aimer le vélo, on peut aimer les jeux vidéo, moi c'est plus ça. Le basket, c'est pas la passion numéro 1 d'Hugo Ivernizzi. Si, ça a toujours été ma passion numéro 1, mais on va dire que dans 24 heures, il y a de la place pour 2 passions. Est-ce que vous vous sentez un petit peu en décalage avec vos coéquipiers? Est-ce que malgré tout, il y a des échanges ou est-ce qu'ils vous regardent un peu avec un œil bizarre? Celui-là, il joue pas aux jeux vidéo, il regarde pas de séries. Déjà, je sais pas si tous y connaissent un peu mes passions. On est une équipe, mais on passe pas non plus nos journées ensemble quand on fait beaucoup de déplacements et tout. Les temps libres, alors moi j'ai la chance d'avoir Nico avec qui on est amis depuis très très longtemps, donc c'est complètement différent, on passe beaucoup de temps ensemble. Et les autres, c'est vrai qu'en dehors du basket, on passe un peu moins de temps ensemble parce que chacun a une famille ou d'autres centres d'occupation, donc un peu différent, non. Après, c'est vrai qu'à table, on parle pas comme dit, jeux vidéo ou je sais pas, ou clip de rap, non, c'est pas. même si j'écoute du rap et tout, c'est pas ça dont on parle le plus. C'est vrai qu'on peut avoir des sujets un peu plus différents. Ouais. Votre après-carrière, vous y avez déjà pensé? Ouais, forcément, je pense surtout avec ce qui se passe en ce moment. Tout ce cas de Covid, on sait que si ça persiste un petit peu ou si on n'arrive pas à en sortir, ça risque d'être très compliqué pour les basketteurs. Alors je dis pas de plus jouer, mais je pense que il y a certaines choses qui peuvent changer, donc il faut forcément avoir un plan de secours. Et même, je sais que c'est pas éternel, je commence à être vieux. J'ai 28 ans. Vous vouliez jouer combien de temps encore à haut niveau? Honnêtement, je sais pas, tant que j'aurai encore l'envie. Non, je me dis toujours, tant que le jour où j'aurai plus envie de jouer, plus envie d'aller à la salle, j'arrêterai. Si ça arrive dans 2 ans, ça arrivera dans 2 ans. Si ça arrive dans 10 ans, ça arrive dans 10 ans. Mais il faut forcément y penser. Ça arrive vite. J'ai l'impression que c'était hier que Maxime Gianveni, qui avait 37 ans, me disait que la carrière passe vite, alors que j'en avais 18. Bah, maintenant, c'est pareil. Je me dis que c'est vraiment passé vite. Et c'est des choses sur lesquelles vous avez déjà avancé? Oui, forcément. J'ai déjà pensé. Je suis quelqu'un qui anticipe. J'aime pas. Enfin, c'est pas que j'aime pas l'inconnu, mais j'aime bien que ce soit carré. C'est un peu notre truc alsacien avec Nico. On aime bien quand les choses sont bien délimitées. La rigueur germanique. Presque. Merci Hugo. On va passer à la dernière partie de cette émission avec un questionnaire. Vous devrez répondre par oui ou non, vrai ou faux. Un questionnaire préparé avec amour par Mathieu Marot. Super. Avec la première question, vous rêvez de vous réincarner en Nicolas Lang, vrai ou faux? Faux. Faux, non. Faux, définitivement. Alors Nico et moi on s'entend hyper bien, mais on est totalement différents. Deuxième question, Léo Westermann est le meilleur joueur de l'histoire du basketball alsacien, vrai ou faux? Il y a un match? Ça dépend. Pour le grand public, on va dire faux, parce qu'il y a Franck Nilikina qui a été drafté très haut. Pour nous, ouais, ça doit se jouer. Ça n'est pas si on considère que Geoffrey Lauvergne est aussi dedans. Moi, je dirais oui, mais en général, c'est peut-être faux. Ouais. Mathieu dirait vrai. Ouais, bien sûr. Évidemment. Jerry Boutsielé est le meilleur pivot avec lequel vous avez joué, oui ou non? Non. J'ai joué avec Alexis Aginsa quand même quand il était à Strasbourg, qui la saison d'après a fait meilleure évaluation de l'Euroleague. J'adore Jerry, mais je suis obligé de dire non. Aginsa était un petit cran au-dessus. Aginsa était quand même ultra dominant. Surtout, c'était encore un style de jeu différent à cette époque-là. Ça a beaucoup changé depuis ce temps-là, mais... Ouais, il était impressionnant quand même. Ouais, quand il était arrivé à Strasbourg, on a fait une grosse saison alors qu'on n'était pas attendu, en grosse partie grâce à lui. Petre Corneli est un meilleur joueur de basket que vous, vrai ou faux? Je vais dire faux, je suis obligé. Même si l'Alsacien aussi, Petre. Ça fait longtemps que je le connais. Je savais pas qu'il était alsacien. Oui, j'ai joué avec sa sœur pendant des années en équipe régionale, enfin, même équipe régionale, et si, il a fait le pôle espoir à Alsace et tout. Ça t'aura appris quelque chose, Mathieu. Exactement. Vous avez toujours voulu ressembler à Brian Conklin, vrai ou faux? C'est Brian Conklin qui a voulu me ressembler. Quand il est arrivé à Nanterre, il a pris la même coupe de cheveux que moi. À Limoges aussi, nous ont fait ça aussi, c'était mignon. Marcus Gignard parle mieux français que certains de vos anciens coéquipiers, oui ou non? Vrai, totalement vrai. J'ai entendu des phrases mieux construites que de Marcus que de certains Français. Autre question. Pascal Donadieu est le Giroud du basket français, oui ou non? Ouais, hein, bah oui, forcément.
Alors après, il est peut-être un peu moins formateur que Giroud l'était, mais forcément, quand on fait aussi longtemps dans un club, quand on joue le maintien tous les ans aussi quand même. Ouais. Oui, mais des fois on a joué le maintien, on a fini 3e. C'est pour ça que je dis ça. Si vous n'aviez pas été si grand, est-ce que vous auriez aimé être archéologue? Oui ou non? J'aurais adoré. Franchement, j'aurais kiffé de ouf. Pourquoi? Mais je sais pas, j'ai toujours adoré l'histoire. Tout ce qui était château fort, grotte et tout, ça a toujours été mon kiff. Même les vestiges et tout, j'avais la chance d'avoir un cimetière ouvert à côté de chez ma grand-mère où il y avait des os, je pouvais y aller 10 fois par semaine, voir des ossements, j'étais content. Donc. Alors, toujours dans le cadre des métiers, est-ce que vous auriez aimé être journaliste, oui ou non? Non. Ah non, ça, définitivement. Non, il faut pas abuser non plus, c'est un genre de personne que j'apprécie pas trop. C'est journalope. Vous avez déjà dormi sur le canapé de Aiko Chafarzik, vrai ou faux? C'est vrai. J'ai très ami avec Aiko, on a joué 2 ans ensemble à Nanterre, on a passé beaucoup de temps ensemble. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Donc, ouais, j'ai dormi. Toi, t'as fait exprès? Moi, j'ai fait exprès, ouais, c'est ça, je me suis pas trompé. J'avais même une couette et tout, c'était génial. Et il était confortable? Ça va. Vous mettiez du sucre dans votre café, oui ou non? Jamais. En fait, j'ai toujours bien aimé le café. Et depuis que je suis arrivé à Limoges, Philippe m'a fait découvrir plein de subtilités. Avant, c'était plus sans citer de marque, une marque connue. Le petit placement de produit pour Philippe. Non, c'est bon. Et du coup, quand je suis arrivé ici, j'avais déjà goûté des trucs différents parce que mon frère en fait beaucoup, mais comme je le vois peu, j'avais pas de chance. Bon. Vous avez le chien le plus flemmard de Nouvelle-Aquitaine, vrai ou faux? Ouais, ça, c'est sûr. Aujourd'hui, elle allait se faire vacciner, je crois. Elle s'est pas levée une seule fois. C'est quelle race? C'est un Akita. Mais elle est comme moi. Enfin, je suis pas vraiment flemmard comme ça, mais elle bouge pas trop. Surtout, elle est très gourmande. Bon. Dernière chose, boire un verre de vin, c'est sauver un vigneron, oui ou non? J'en ai sauvé beaucoup alors. Non, oui, forcément, il faut. Surtout en ce moment, c'est très dur. Vous en avez sauvé beaucoup en ce moment ou Non. Mais en ce moment, c'est très dur pour eux. On en connaît quelques-uns et ils disent que avec tous les restos fermés, c'est quand même une grosse part de marché qui est fermée, donc c'est important. Voilà le message de Hugo Viardini, sauver les vignerons. Surtout les Alsaciens. Bah, évidemment. Merci Hugo, merci Mathieu. Cette émission est terminée. Retrouvez-nous sur le site internet lepopulaire.fr, sur la page Facebook Le Populaire, sur la page Facebook Terre de Sport. N'hésitez pas à commenter et à partager. Rendez-vous dans une semaine pour le podcast BBC et dans 15 jours pour le prochain numéro de CSP Time. Salut!